En manchette aujourd'hui, on parle de gestion de l'offre et de passeport avec le député Perron. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 21 juin. Donc, c'est fin de session parlementaire, on le sait, à Ottawa, et le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, a réussi à nous accorder, entre les fermetures de dossiers, tout ça, une entrevue, donc ça s'est même fait en 2 votes à la Chambre des communes. La session se terminera en principe le 23 juin, mais ce n'est pas encore coulé dans le béton. Plusieurs dossiers doivent être terminés pour justement le 23 juin. Ce sera donc à suivre. Mais entre-temps, M. Perron nous a parlé du dépôt d'un projet de loi sur la gestion de l'offre et de la fameuse crise des passeports. Dans un premier temps, écoutons le député Perron nous parler du dossier de la gestion de l'offre. Bonjour Yves, ça va bien? En ce mardi oui, ça va bien. OK. La semaine dernière, tu nous as envoyé un communiqué parlant encore de la gestion de l'offre. Tu peux-tu juste nous faire un résumé de ce qui se passe au Parlement là, par rapport à ça? Il y a un projet de loi, vous tentez au niveau du bloc de vraiment rassurer les agriculteurs, de vraiment mettre, comme tu disais, pour une fois pour toutes, régler ce problème-là. Et voilà, donc dans le fond, c'est la même démarche que nous avions entreprise dans le Parlement précédent avec le feu du C216. Maintenant, il s'appelle C282. Le numéro a peu d'importance, mais l'enjeu, c'est de protéger le système de gestion de l'offre dans les futures négociations d'accords internationaux. On sait que dans les négociations avec le partenariat transpacifique, avec l'Europe, puis avec l'accord États-Unis-Mexique, le Canada a cédé des parts de marché dans la gestion de l'offre. Et un système comme celui-là, Mme Yvon, si on donne trop de parts à l'étranger, ça finit que ça ne fonctionne plus. On se rappellera, en début de pandémie, il y avait eu un problème de surplus de lait, parce qu'au début, les gens avaient été très insécures, avaient acheté beaucoup de stocks. Puis après ça, voyant qu'il n'y avait pas de pandémie, ils ont décidé, pas de pénurie, pardon, ils ont décidé de passer les stocks qu'ils avaient achetés, fait qu'ils ont arrêté d'acheter, on a eu des surplus sur le marché. Là, les producteurs se sont rapidement ajustés, ont réussi à descendre la production. Mais dans des circonstances comme ça, si nos producteurs locaux décident de réduire la production, puis qu'ils rentrent 18% dans le marché de l'étranger, qui, eux, ne réduisent pas leur production, le système de gestion ne fonctionnera plus. C'est ça la base. Et là, on sait qu'il y a des négociations avec la Grande-Bretagne pour un nouvel accord commercial depuis le Brexit. Il y aura éventuellement des négociations avec le Mercosur, les marchés d'Amérique du Sud, qui vont être très dangereux, entre autres pour notre marché du poulet. Là. Les conditions d'élevage ne sont pas du tout les mêmes là-bas. Et moi, ça ne me tente pas de me faire vendre des pâtés avec du poulet qui provient du Mexique là-dedans. Là. Donc, c'est important qu'on protège ça pour l'avenir. Dans le fond, notre projet de loi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer du mandat du commerce extérieur la gestion de l'offre. Et si un gouvernement veut redonner une partie de ça, il faudra qu'il revienne devant le Parlement et qu'il modifie cette loi-là. Donc, c'est une serrure supplémentaire pour protéger notre système qui fonctionne bien. Puis la dernière fois, on avait eu 250 votes en faveur en deuxième lecture. On avait passé le comité. On revenait devant le Parlement au moment où le gouvernement a déclenché l'élection. Et là, on doit recommencer le processus, mais on est très confiant de le faire adopter. OK. Question, juste pour mettre un peu en situation. Je sais que vous avez des bons recherchistes au niveau du Bloc québécois, puis ils sont très actifs. Est-ce que ça a déjà été chiffré, la perte, en exemple, moi je vais dire l'ALENA, là, je sais qu'il y a un nouveau mot, là, mais on parle juste l'accord avec les États-Unis, le tripartite avec le Mexique. Ouais. Est-ce que ça a été chiffré, les pertes qu'ont subi les producteurs canadiens par rapport juste de cet accord-là? Là? C'est quelque chose qui est très difficile à chiffrer, Mme Yvon, parce que c'est sur du long terme. On le chiffre en pourcentage de part de marché et les négociations sont terminées avec les producteurs. D'ailleurs, les producteurs, à chaque fois que le gouvernement canadien donne une part de marché, il va venir promettre aux producteurs de leur redonner de l'argent pour compenser. Hein? Okay. Faites-vous-en pas, on va vous compenser. Puis là, ils les font niaiser. Ça fait combien de temps qu'on a fait l'accord avec les États-Unis et le Mexique? Mais ils ne sont pas payés encore. Mais c'est ça, c'était la question. Puis ils ne l'ont pas mis. Puis là, on nous promet que ça va être dans la mise à jour à l'automne.
Puis là, après ça, essaye d'avoir le montant de ça. Ah ben là, ils sont tenus par la confidentialité de la négociation. Et c'est toujours une espèce de jeu d'étirage de promesses à n'en plus finir du gouvernement libéral qui a pris la très mauvaise habitude de ne pas faire grand-chose, de rien livrer, puis de toujours promettre. Mais comme ça, ils peuvent faire 2-3 élections, c'est la même affaire. On n'a qu'à penser au train à grande vitesse là, qui est supposé passer à Trois-Rivières. Ça fait 3 élections qu'ils font là-dessus. Puis là, ils ont mis quelques millions pour faire des études de projet. Puis moi, j'ai bien l'impression que ça n'arrivera pas encore. C'est un peu le même principe. Donc, c'est des milliers, des milliards de dollars à long terme. Et ce qui est plate, quand on donne des parts de marché comme ça, même si on donne un gros montant d'argent aux producteurs, là, ce montant d'argent-là, il faut qu'ils l'investissent dans leur entreprise pour être capable de résister à la concurrence déloyale qui va rentrer de 1. Puis de 2, c'est que dans 25 ans, ces parts de marché-là ne sont pas encore perdues. C'est toute la portion de croissance de marché qu'on enlève à notre monde. Tu sais, à un moment donné, là, notre modèle, il est bon. Puis moi, j'ai déjà commencé à faire ça d'ailleurs. Là. À la place de donner des morceaux à l'étranger, il faudrait expliquer comment il fonctionne, essayer de le mettre ailleurs. Entre autres, dans les pays d'Afrique, où les producteurs n'ont pas de pouvoir de négociation quand ils vendent leur production, ben, un système de gestion de ça, ça pourrait être bien intéressant. Ça. Donc, ça va être un dossier à suivre. Je sais que vous êtes occupé, qu'on on en reparlera quand la session va se terminer. On poursuit maintenant. Le député Perron nous a fait part de la situation concernant les délais extrêmes pour l'obtention d'un passeport. Chose certaine, ce sujet-là est le sujet de l'heure dans les discussions de bien des gens et notamment à la Chambre des communes. On écoute son intervention. Je pense qu'il est important, parce qu'on est à l'approche des vacances, c'est les fameux passeports-là. Vous êtes au cœur de l'action. Qu'est-ce que nous dit le gouvernement par rapport à ça? Il ne pouvait pas le prévoir. On sait très bien que le 10 ans de passeport s'en vient. Là. Moi, je suis dans le lot qui va se retrouver l'an prochain à devoir renouveler après 10 ans. Est-ce qu'on sent une volonté du gouvernement? Comment vous, je ne vais pas dire subissez ça, mais comment vous vivez ça à Ottawa? Écoute, si tu as besoin de ton passeport l'an prochain, j'ai quasiment le goût de te dire, fais ta demande tout de suite. C'est l'enfer. C'est... on dirait qu'il n'y a aucune planification à moyen et long terme dans ce gouvernement-là. On savait qu'après 2 ans de pandémie, les gens voudraient voyager. Et on savait aussi que c'est cette année l'anniversaire de l'émission des premiers passeports 10 ans. Donc, toutes les personnes qui ont eu les premiers passeports 10 ans, ils doivent le renouveler cette année. Déjà, là, sans qu'il y ait une incompétence de gestion, il y aurait eu une influence importante. Malgré ça, aucune prévisibilité. On ouvre de 8 à 4, on arrête sur l'heure du midi, on gère ça. En fonctionnaire. Je ne vais pas être péjoratif envers personne, mais tu sais, en bon fonctionnaire. À un moment donné, on en connaît tous des fonctionnaires qui travaillent fort. Là. Oui. Je ne veux pas mettre ça sur le dos des fonctionnaires, mais comme gestionnaire, à un moment donné, il faut que tu élargisses les heures d'ouverture. Ça fait des mois qu'on leur demande d'ouvrir les bureaux la fin de semaine, le soir. Puis là, on pose des questions à la Chambre des communes, Mme Niveau, puis on se fait répondre « Ah, nos bureaux sont ouverts la fin de semaine », alors que c'est pas vrai. Oui. On se fait mentir en pleine face. Et j'ai des gens, là, dans ma circonscription, je vais vous donner le cas le plus révoltant que j'ai eu dans la dernière semaine. Là. Des gens qui m'ont appelé vendredi, qui avaient dormi 2 nuits au bureau de Laval, qui avaient fait leur demande de passeport le 1er avril, qui partaient dimanche passé. Et ils ont dormi le mercredi soir, ils ont dormi le jeudi soir. Et le vendredi, à midi, alors que le bureau, déjà qui n'est pas ouvert longtemps, supposé fermer à 4 heures, à midi, ils se sont fait escorter par les policiers. Par les policiers qui leur ont dit, si vous refusez de partir, c'est refus d'obtempérer à une consigne d'un policier. C'est une accusation criminelle, ça, madame. Alors, les gens sont obligés de partir. Mais comprenez-vous pourquoi les gens ne voulaient pas partir? Parce que leur voyage est dimanche, le bureau y ouvre lundi. Un voyage de 3 semaines en Europe, scrap. Oui, puis c'est légitime. À vrai avis, c'est ça. Oui, mais moi, je pense que le gouvernement fédéral va falloir qu'il paye pour ça. Il y aura quelque chose, je ne sais pas, un recours collectif, quelque chose. Bien, c'est ça qu'on attendait là, aujourd'hui, parce qu'ils refacturent, ils refacturent les frais pour avoir un passeport rapide. C'est un 120 150 de plus. Que là, il y a bien des gens que j'entendais ce matin qui disaient on pense à faire un recours collectif parce que c'est impensable. Tu sais, c'est pas. Ben oui. Et c'est sûr que ce recours collectif-là va être approuvé. Moi, j'invite tout le monde qui a perdu
Puis pas juste de l'argent, là. Vous avez perdu 2 jours de travail parce que vous êtes obligé d'aller faire du camping en avant d'un bureau de passeport. Bien, votre 2 jours de travail, ça vaut quelque chose. Moi, si ça finit par s'organiser, j'incite les citoyens à s'inscrire à ça. Je vais être un des premiers supporters de ça. Je trouve ça totalement révoltant. C'est une véritable république de bananes. Puis ça, on ajoute ça, Mme Yvon, à tout le reste, là. Je vous rappelle que pour l'assurance chômage, on exige une réforme, ça fait plus que 10 ans, puis qu'il n'y a rien qui bouge. À l'automne, il fallait qu'on prouve que les gens étaient allés chercher des paniers alimentaires pour faire débloquer des dossiers. Ça a-tu du bon sens, ça? Ben, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai de la misère à pas dire des mots que je ne peux pas dire en ondes là, quand je parle de ça. Je suis hors de moi, la moitié de la journée, je suis en maudit. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On se fait promettre des affaires, puis il se passe rien. Mais la question, Trois-Rivières, c'est pas mieux parce qu'on parlait des gens à Montréal, mais nous, dans le coin ici, ça sera pas plus vite à Trois-Rivières. C'est ça qu'on comprend. Si j'avais à choisir, peut-être que j'irais à Trois-Rivières, je vous dirais, mais c'est un peu partout. Il y a même des gens qui se sont déplacés jusqu'à Chicoutimi. Oui, j'ai entendu ça, moi Parce aussi. que c'était plus rapide à Chicoutimi. Ouais. Quand tu es rendu que c'était 6 heures de route pour ne pas faire 2 jours de camping, il y a un problème. Oui, c'est ça. On est un pays du G7. Quand les gens disent que le Canada est un grand pays, je pense qu'on serait capable de gérer mieux que ça au Québec. Donc, autrement dit, une fin de session mouvementée. À date, vous finissez encore vendredi. À date, on se parle mardi. On ne sait pas d'ici à vendredi. Puis jusqu'au 23, donc c'est jeudi soir. C'est jeudi soir. Possible qu'il nous garde ici jeudi soir tard, ce qui va nous faire manquer tous nos événements de fête nationale au Québec. Encore une fois, ça démontre je pense, un grave manque de respect envers le peuple québécois. On empêche les élus d'aller célébrer avec les citoyens. Puis au-delà de ça, là, voyez-vous, je suis en train de vous parler parce qu'il y a une cloche d'une demi-heure qui sonne pour voter sur un bâillon, sur un projet de loi C-21 qui change à peu près rien sur les armes à feu illégales qui se déroulent, qui se passent à Montréal, puis les fusillades qu'on a pratiquement chaque jour. Et on est arrêté de débattre, de ne pas débattre. Parce que là, on vient de passer une demi-heure à dire qu'il devrait-il avoir un bâillon, il devrait-il pas en avoir, à place de travailler sérieusement. C'est un peu, honnêtement, là, c'est une drôle de fin de session. Une fin de session frustrante, on pourrait dire. Voilà. C'est ça. Que les beaux mots, vous viendrez me dire en studio, on fera des bips, puis on vous reparlera au retour au Québec la semaine prochaine pour faire un bilan de tout parler de la session. On en a parlé souvent, mais sûrement faire un petit résumé de ce qui se passe puis à quoi il faut s'attendre pour le mois de septembre. On se reparlera. Ça sera avec un grand plaisir. Merci, bye-bye. Sur ces paroles, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 21 juin, début de l'été, il n'y a pas d'anniversaire à souligner de façon officielle, mais peut-être que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui, le 21 juin, c'est votre fête, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le ministère des Transports du Québec et la Sûreté du Québec lancent aujourd'hui l'opération Orange dans le but de sensibiliser les usagers de la route à l'importance de respecter les travailleuses et travailleurs dans les zones
de chantier en adoptant des comportements responsables et sécuritaires. Qu'il s'agisse de travailleurs, de surveillants, de signaleurs, des vies humaines sont en jeu au quotidien dans les zones de chantier au Québec. Tous les jours, des femmes et des hommes veillent à la sécurité des usagers de la route. Ils méritent donc toute notre attention. En plus de la vigilance accrue dont les automobilistes doivent faire preuve lorsqu'ils circulent en zone de chantier, le respect de la signalisation routière est primordial. Les entraves occasionnées par des chantiers routiers changent les conditions habituelles de circulation. Les voies peuvent ainsi être rétrécies ou modifiées. La présence de signaleurs et de travailleurs ainsi que les configurations routières plus contraignantes exigent une attention soutenue et un respect rigoureux de la signalisation orange. Aussi, certains travaux sont effectués par phase, ce qui peut modifier les conditions à tout moment. En somme, la vigilance de chaque conductrice et conducteur est essentielle pour assurer la sécurité de tous, de toutes et de tous. Une plus grande prudence est donc requise, particulièrement lors des opérations d'installation et de démantèlement de la signalisation, les travailleuses et travailleurs étant particulièrement vulnérables à ces occasions. Le corridor de sécurité est également applicable dans ces conditions lorsqu'une flèche lumineuse annonce un changement de voie. Au cours de l'opération Orange, la Sûreté du Québec exerce une surveillance accrue de plusieurs chantiers routiers sur le réseau du ministère. Pour certains chantiers routiers, des radars photomobiles sont utilisés afin de surveiller les limites de vitesse. Dans une zone de travaux, les amendes auxquelles s'exposent les conducteurs interceptés en raison d'un excès de vitesse sont doublées. Par exemple, dans une zone où la limite de vitesse sur un panneau orange est de 70 km/h, donc pour un excès de vitesse de 20 km/h, l'amende est de 110 $. 30 km/h de plus, 210 $. Si vous roulez 45 km trop vite, l'amende est de 390 $. Depuis le 18 mai 2018, l'amende pour le conducteur d'un véhicule routier qui n'obéit pas aux consignes et signaux d'un signaleur est doublée. La fourchette d'amende se situe dorénavant entre 200 et 400 $. Vous pouvez aussi perdre de 3 à 4 points d'inaptitude. Pour terminer ce bulletin, nous vous présentons, ou ce bloc d'informations, nous vous présentons une entrevue avec Odette Sarrazin de Saint-Gabriel de Brandon qui nous parle justement du marché Brandon. On l'écoute. D'accord. Premièrement, si on parle de marché Brandon, vous avez vécu une explosion, comment dire, phénoménale. Est-ce que ça se poursuit encore? La COVID, oui, différemment, mais oui. La COVID, oui, a été vraiment, nous autres, comme une bouée de sauvetage, si on peut dire, ou en tout cas, les étoiles se sont bien alignées. Oui, je comprends. Les étoiles sont bien alignées. Parce qu'avec la COVID, oui, on a eu, premièrement, on était déjà un marché en ligne. Hein. Fait que donc, puis quand est arrivé c'est cet épisode-là de pandémie, on disait aux gens d'acheter par Internet, puis nous, notre plateforme était déjà là et très, très fonctionnelle. Les gens ne la connaissaient pas, mais ils l'ont découverte, puis ils l'ont beaucoup appréciée. Fait que donc, oui, en 2020 et 2021, ça a été des années beaucoup meilleures que les années passées. Là, mais est-ce que là, ça leur tombait? Parce que, tu sais, on parlait un petit peu, tu sais, ils disaient, les boîtes de préparation, des choses comme ça, il y a vraiment une baisse parce que là, les gens disent, on retourne dans un univers normal. Est-ce que vous sentez ça, vous aussi, un petit peu? Bien là, présentement, c'est qu'on a déménagé. C'est nous, en 2000, on vient de déménager, là, on a 2 mois, on est encore en rodage, en expérimentation du local où est-ce que nous sommes. Ça, c'est toute la différence. On a aussi un employé qui nous a été offert par le MAPAC suite à une subvention. Fait que donc, on a un coordonnateur. Comme quand je dis que les étoiles se sont bien alignées. Oui. Un déménagement. Oui, parce que c'est ça. L'année passée, quand on a parlé de déménagement, s'il n'y avait pas d'employés, il fallait un déménagement juste avec des bénévoles. Non, vous en sortirez pas. On n'y arrivait pas. Là. On mettait la clé dans la porte. Là, c'est inhumain, là. C'est inhumain, là, puis on ne peut pas toujours solliciter des bénévoles puis des bénévoles. Donc, ayant un coordonnateur, ayant le propriétaire parce qu'on a eu une offre aussi de la coop de solidarité là, de Masquinongé.
un des propriétaires de l'immeuble est Guillaume Denomé, qui était un des membres fondateurs du marché Brandon. Donc, il connaissait très, très bien notre situation. Et étant aussi un membre fondateur de la coop, lui, il porte deux chapeaux, notre Guillaume. Fait que, il nous a fait une offre qui était difficile à refuser. Oui, c'est ça, je comprends. Fait que donc, pour nous faciliter la vie, puis voir, parce que moi, je suis pas... Je suis pas une femme d'entreprise dans ma vie. Fait que je suis toujours inquiète. Je gère un peu comme je gère ma poche. Oui, je comprends. Je disais, prudence on s'engage pas, si on est pour, je veux dire, si on est fermé en 2021, puis qu'on s'embarque dans quelque chose qu'on va fermer dans 6 mois plus tard. C'est juste étiré, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais là, les conditions font en sorte que, en tout cas, que les conditions de base sont assez viables. On va pouvoir en parler en 2023. Moi, je comprends. Mais en 2022, puis là, ce qu'on remarque, les commandes en ligne sont stables. On maintient toujours environ 35 à 40 commandes en ligne par semaine. Mais c'est la vente en boutique qui a augmenté de façon phénoménale. Qui a repris, vous avez un bel endroit avec une synergie. Bien, c'est ça, l'endroit qui est vraiment différent. C'est le jour et la nuit à la municipalité. On les remercie beaucoup parce qu'ils nous ont offert cette place-là gracieusement pendant 12 ans. On n'a plus que les remercier parce que ça nous a permis d'être là encore aujourd'hui. Mais il fallait évaluer, il fallait. C'était dans un sous-sol. C'était qu'il fallait sortir le matériel soir et matin à chaque fois qu'on était là. Tandis que là, on arrive, on est dans le magasin. On n'a pas besoin de rentrer et sortir. L'aménagement est fait par des bénévoles aussi présentement. La variété de produits maintenant que vous offrez. Là. Mais c'est ça qui était. On en avait un peu plus, oui, donc on commence à en offrir un peu plus. Mais quand on est rentré là au mois de mars, on avait la même quantité de produits qu'on avait dans notre place, mais on ne la voyait pas. C'est ça, je comprends. Parce que là, c'est étalé, c'est bien présenté. Puis avec le coordonnateur, vous avez quelqu'un de confiance que vous savez qu'il y a une personne au moins. Tu peux aller aider, tu peux aller faire le bénévolat, tu peux aller faire des choses, mais tu as une stabilité de dire qu'il va être là pour... Puis le coordonnateur, c'est ça, a fait toutes les démarches pour les subventions. Fait que là, on est en attente d'une réponse du Parc rural, parce qu'on a fait une demande au Parc rural pour avoir un autre frigo, là, parce qu'il y a un autre congélateur, encore plus de matériel. Et ça, c'est tout lui qui fait ça. Il aussi s'occupe des communications. Le marché Brandon continue de se spécialiser dans le commerce agroalimentaire puis de la mise en marché de proximité. Parce que le marché Brandon se veut un facilitateur, un simplificateur de l'achat local. Est-ce que maintenant les producteurs vont vous voir en disant on veut? On est les listes d'attente, là. Parce que ça, on n'est pas le super. C'est pas l'IGA, là. Là, on n'est pas l'IGA, puis les super grandes surfaces qu'on a ici dans la Nodière. Fait que donc, c'est ça. Il y a un comité qui travaille justement pour voir comment on peut accueillir le plus de monde possible. Mais en ayant toujours de la diversité, tu sais, on ne veut pas devenir une place juste d'un produit. Je comprends pas, juste avoir juste du pain. Tu vas avoir une variété. Le pain est la moins bonne exemple parce qu'on a le pain est difficile à trouver, un pain local et oui, tout mais ça. non, mais qu'est-ce que c'est ça, mais tu penses au savon, par exemple. Bon, je comprends. Je n'osais pas, là, mais tu peux pas mettre d'eau sorte parce que, premièrement, ça va être une question aussi de rentabilité pour chaque producteur. Oui, mais mettons qu'ils voudraient faire juste pour avoir une vitrine, tu sais, mais nous autres, on n'a pas la place physiquement pour les mettre toutes, là, tu sais. Il y a des... Il y a certaines règles pour pouvoir... Oui, c'est ça, c'est à concevoir. Fait que donc... mais vous êtes ouvert pas 7 jours par semaine. Non, c'est ça. Là, on est ouvert présentement du mercredi au samedi. OK. Mais le mercredi, c'est de midi jusqu'à 18h. Okay. Jeudi, vendredi jusqu'à 18h. Samedi, 10h à 14h. Nos heures vont probablement balayer durant l'été. Pour de l'achalandage, de gens et tout ça. Puis on a un employé. Puis là, on a un employé, c'est ça, pendant ces heures-là. Et on vient d'avoir, avec Employé Canada, on a 2 postes qui nous ont été accordés. Là, on en a un présentement qui travaille. On est à la recherche d'un autre. Ah, OK. Parfait. À vous intéresser. À vous intéresser. Oui, une belle expérience. Employé Canada, c'est des jeunes là, je ne sais plus c'est l'âge, ça fait. C'est 15 à 30 ans. 15 à 30 ans, bien merci, Mme Yvon. Et puis pas besoin de retourner à l'école. Non, mais il y a ça aussi, c'est ils ont changé des règles, c'est ça, ils ont changé des règles. C'est des expériences de travail. Expériences de travail.
Fait que donc, on est à la recherche aussi d'employés. Puis toujours de notre employé subventionné avec le Service Québec. On relance encore, on va le relancer encore de façon plus précise Oui, c'est ça. avec le Service Québec pour un emploi subventionné. Ça veut dire que c'est un emploi d'une trentaine de semaines. 30 semaines. 30 semaines. Une expérience de travail, encore réinsertion en milieu de travail. Ouais, on connaît bien c'est ça. ça. Fait que donc, On est capable, on utilise beaucoup ces services-là aussi, nous, on n'a pas le choix. ben, c'est ça, puis c'est intéressant parce que les gens qui viennent avec nous, ben, on les voit évoluer, puis Oui. la majorité réussissent. Ben, en tout cas, parce que nous, chez nous, c'est une, comme je dis, c'est des multifonctions. Oui, Fait que la personne exactement. peut toucher à beaucoup d'aspects du travail et de voir ce qu'elle préfère dans ce travail. Oui, c'est ça. Puis ensuite, ben, Ça paraît, dans le CV, avoir travaillé au marché Brandon, c'est une belle expérience. Tu sais que la personne était polyvalente, qu'elle avait une belle expérience. C'est ça. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 juin, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Louisette Laforêt, épouse de M. Régent Savignac, demeurant à Berthierville. La famille vous accueillera samedi le 25 juin, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à 14h30. Les cendres de Mme Laforêt-Savignac seront déposés au columbarium de Berthier. Passons à la météo. Donc, on a en cet après-midi eu, au moment du tournage, quelques gouttes de pluie. Ce soir, ça se poursuit, nuageux avec averse, 19 degrés. On parle cependant de peu de pluie, moins de 1 mm. Même chose pour cette nuit. Le mercure oscillera aux alentours de 16 degrés. Ça sera nuageux. Demain matin, mercredi au matin, donc au lever, ça sera nuageux encore, 18 degrés. La pluie aura cessé. C'est plutôt nuageux dans l'après-midi. Le mercure sera à la hausse. On parle de 26 degrés, ressenti 32. Mercredi soir, nuageux, peut-être avec quelques averses, 22 au mercure. Le mercure, moins de 1 mm de pluie sont cependant attendus. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 21 juin. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.